Victor Dixen, bonjour à vous. Bonjour. Alors, pourquoi avoir choisi le château de Versailles pour cette rencontre? Eh bien, c'est une formidable opportunité qui s'est présentée car ma dernière série Vampiria se passe en grande partie à Versailles, dans un Versailles de fantaisie baroque, un peu modifié, mais ça a été inspiré par ce lieu où j'ai passé une partie de mon adolescence. Et donc le château nous a autorisés à nous rencontrer ici, dans le salon de Mars en particulier, sous les augures du dieu de la guerre. On va essayer que cet échange soit des plus pacifiques. J'ai l'impression que Versailles fait partie de votre imaginaire. Il y a 10 ans, déjà, vous aviez écrit une nouvelle pour Je Bouquine, appelée Versailles Academy. Alors, déjà, il y avait un peu Versailles dans votre tête? Oui, je vois que vous êtes allé fouiller dans les archives. Alors, c'est vrai que j'ai grandi à côté de Versailles. J'allais très souvent avec mes parents me promener sur le bord du Grand Canal. Je suis d'ailleurs tombé dedans quand j'avais 3 ans, en janvier en plus, il faisait très froid. J'ai survécu. Et puis, c'est resté, depuis ce bain forcé, Versailles est resté dans mon imaginaire. Plus tard, lorsque j'étais lycéen à Versailles, j'allais souvent lire sur le bord du canal. Et voilà, j'ai tourné autour de Versailles et du château à travers plusieurs écrits, notamment dans ma première série, Le cas de Jacques Spark, je mobilise aussi Versailles. J'ai écrit donc cette nouvelle pour Je Bouquine, qui était ma première nouvelle pour ce magazine, Versailles Academy. Et puis, il y a 2 ans, je me suis dit, allez, maintenant, le moment est venu de m'attaquer à Versailles avec un roman qui lui soit entièrement consacré, même une série. Ça a donné Vampiria, La Cour des Ténèbres. Et la Cour des Ténèbres, bien sûr, c'est celle de Versailles. Est-ce que vous êtes allé justement à Versailles même pour vous inspirer de Vampiria? Est-ce que vous êtes retourné pour vous dire, bah, tiens, cette séquence-là, je vais la faire dans ce salon-là, ou pas du tout? Alors, j'ai tout écrit sur la base de mes souvenirs. Car quand j'ai commencé à écrire Vampiria, La Cour des Ténèbres, eh bien, notre ami Covid avait pointé son nez. J'habitais à l'époque à New York, j'ai depuis déménagé à Washington, mais je ne pouvais pas rentrer en France, il n'y avait plus aucun vol, plus aucun moyen de rentrer. Donc ça a été un travail d'imagination, et finalement ça m'a permis de garder le contact aussi avec la France, comme ça, par l'écriture, en me replongeant dans mes souvenirs, mais aussi dans les lectures que j'avais aimées sur Versailles, en faisant de nouvelles lectures aussi. Et c'est la première fois depuis que j'ai écrit le tome 1 et le tome 2 de Vampiria que je viens sur les lieux du crime, pour ainsi dire, au château de Versailles. Et dans ces circonstances-là, c'est merveilleux. Je suis arrivé de Washington d'ailleurs hier. La première chose que j'ai faite, c'est aller faire un footing autour du canal. Et tous les souvenirs sont revenus. Et puis j'ai retrouvé les lieux que j'avais fréquentés pendant l'écriture de ces 2 romans. Voilà, c'est magique. Ce qui est intéressant avec Vampiria, c'est qu'à la base, on sait que vous êtes plutôt fan de science-fiction, on vous connaît pour vos œuvres de science-fiction, mais finalement, l'histoire, c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, aussi bien le passé que le futur. Alors c'est vrai que mes derniers romans étaient plutôt de la science-fiction. Je regardais plutôt du côté de demain, à travers Phobos, Cogito et Extincta. Je m'étais un peu frotté quand même à l'histoire à travers Animal, qui était paru chez Gallimard, où il s'agissait là plutôt de l'ère napoléonienne. Ça se passait au milieu du 19e siècle, juste à la fin de l'épopée napoléonienne. J'ai grandi aussi à Rueil-Malmaison, donc un lieu napoléonien. Il y a les deux pôles comme ça, Versailles, Louis XIV, Rueil, Napoléon. Les deux me stimulent. La science-fiction, ça me permet de poser des questions sur notre avenir, des questions d'actualité souvent qui me semblent très, très urgentes. Le moyen de les creuser, ça va être de me projeter dans le futur à travers la fiction, à travers des personnages, pour essayer d'imaginer des futurs possibles. La fantaisie et la fantaisie historique, ça va plutôt être un instinct d'exploration des coulisses de notre histoire. Et en fait, là, quand je réponds à cette question, je me rends compte que Vampiria, finalement, on est au croisement des 2 genres, parce que c'est une uchronie. Donc c'est de la fantaisie, mais dans le futur. Donc l'histoire a pris une bifurcation, a pris un cours différent de celui qu'on connaît. Voilà, donc finalement, je réconcilie mes 2 amours, science-fiction et fantaisie, dans Vampiria. Alors dans Vampiria, Louis XIV devient un vampire, il va mourir et il décide de faire un pacte. On peut dire un pacte faustien, et puis il devient un vampire, et l'histoire va à ce moment-là changer. À quel moment vous êtes dit, bah, tiens, le roi Soleil va devenir le roi des ténèbres? Alors ça, c'est une idée qui est venue de manière assez instinctive. Parfois, certaines origines de romans, on peut vraiment les tracer. Là, j'avais cette envie très forte en fait, de parler de Versailles, de faire un roman centré à Versailles, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, j'avais aussi une envie de faire un roman vampirique. J'ai lu des romans de vampires qui m'ont beaucoup marqué à l'adolescence, notamment les Chroniques de vampires d'Anne Rice, dont je fais une lecture dans le cadre du Festival des ados. Je pense aussi à Carmilla de Sheridan Le Fanu, bien sûr le Bram Stoker Dracula. Voilà, il y avait ces 2 envies qui se sont rencontrées d'un seul coup, ça s'est télescopé, c'était une évidence. Versailles, les vampires, il fallait que ça coïncide. Et
je me suis dit, le roi Soleil, eh bien, pourquoi il ne deviendrait pas ce symbole étincelant, rayonnant, pourquoi il ne deviendrait pas le roi des ténèbres, le premier vampire de l'histoire? On sait que Louis XIV avait une personnalité plus grande que nature. Il a eu le règne le plus long de l'histoire de France, et je suis persuadé que s'il avait trouvé un moyen de continuer au-delà de 1715, l'année de sa mort officielle, il l'aurait fait. Et c'est effectivement ce qui se passe dans Vampiria. Eh bien, en 1715, plutôt que de mourir, Louis XIV décide de se transmuter en vampire, le premier de l'histoire. Les autres têtes couronnées vont ensuite être vampirisées par Louis XIV, et c'est ainsi que l'ensemble de l'Europe, puis du monde, tombe sous le joug des vampires. C'est le ressort uchronique, c'est la bifurcation que je prends. Mais ce que je me suis dit aussi, c'est que si le monde était demain gouverné par les vampires, ces êtres qui par définition ne vieillissent pas et ne changent pas, eh bien le monde lui-même ne changerait plus. Il n'y aurait plus de progrès technologiques, ça resterait dans les conditions étales de la date de leur transmutation. Et c'est ainsi que le monde de Vampiria, qui se situe 300 ans après 1715, 300 ans après la transmutation de Louis XIV, est resté dans les mêmes conditions que celle du grand siècle, le siècle de Louis XIV. Alors, vous avez lu tout à l'heure dans la Galerie des Glaces un extrait d'Entretien avec un vampire, un livre culte d'Anne Rice, il y a une adaptation mythique avec Brad Pitt et Tom Cruise. Pourquoi avoir choisi cet extrait et non pas Lestat le vampire, qui est aussi un autre livre culte d'Anne Rice? Alors, on en parlait tout à l'heure en off. J'avais choisi à l'origine de lire Lestat le vampire, car c'est le premier roman des sagas des vampires que j'ai lu lorsque j'étais adolescent, je crois à l'âge de 15 ans. Et j'ai lu par la suite Entretien avec un vampire. Mais je me suis rendu compte à Washington, où j'habite, que je n'avais pas toute ma bibliothèque qui restait à Paris. Je ne retrouvais pas Lestat le vampire. Donc la première chose que j'ai faite en arrivant à Versailles hier, c'est d'aller dans une librairie pour trouver ce livre, et il n'avait que Entretien avec un vampire, le premier tome de la série. Je me suis dit, c'est aussi bien, après tout c'est le premier, et je vais faire la lecture des premières lignes du premier chapitre de cette grande saga vampirique qu'a écrit Anne Rice et qui a transformé complètement notre approche des vampires. Est-ce que c'est pas trop dur justement de s'attaquer au mythe des vampires après Anne Rice, après Bram Stoker, donc Dracula, après la saga True Blood? Est-ce que finalement c'est pas trop difficile de s'attaquer un peu à ce mythe qui a été surexploité au fur et à mesure des décennies? Je dirais au contraire que c'est plutôt stimulant, parce que le vampire, par définition, et vous l'avez dit, c'est une figure littéraire par excellence qui se transforme, qui se réincarne. Chaque époque et chaque écrivain en livre sa version. C'est un peu comme les contes de fées, qui est un autre coup de cœur littéraire que j'ai. Je m'inspire beaucoup des contes de fées. Il y a une plasticité comme ça. Et c'est très stimulant pour un auteur de s'en emparer et d'en livrer sa version. Parce que le vampire, finalement, c'est une figure qui nous renvoie au temps. C'est une métaphore pour le temps de nos existences humaines qui est fini. On se demande tout de suite, si je vivais éternellement, quels seraient mes buts? Est-ce qu'il y aurait encore une motivation? Quelle serait ma moralité? Et puis ça pose aussi la question du temps de nos civilisations, et c'est un point sur lequel j'ai vraiment voulu insister dans Vampiria. Qu'est-ce qu'un monde gouverné par les vampires serait, et qu'est-ce qu'il deviendrait dans le temps? Alors vous êtes un auteur qui est considéré comme un auteur de young adult. Donc il y a différents genres. Le young adult, ça aide surtout les libraires aussi pour arriver à positionner les livres. Comment vous étiez, vous, adolescent? C'était quoi le Victor Dixon ado? Alors je dirais déjà que, juste pour reprendre, le young adult, on dit parfois que c'est un genre, mais pour moi ça recouvre tous les genres, parce qu'on peut trouver de la romance, de la fiction contemporaine, de la science-fiction, de la fantasy. Finalement, ce qui définit le young adult, c'est que les héros, les protagonistes, sont adolescents ou au seuil de l'âge adulte. Ce qui me renvoie à votre question sur celui que j'étais adolescent. J'étais avant tout un lecteur. J'ai passé beaucoup de temps dans les livres. Ce sont les meilleurs souvenirs que je garde de mon adolescence. Voilà, c'est comme ça que je définirais. C'est quoi les romans qui vous ont marqué à ce moment-là dans l'adolescence? Il y en a beaucoup, alors des romans de fantasy et de science-fiction, parce que j'ai un grand appétit d'imaginaire que j'avais à l'adolescence, j'ai continué de cultiver depuis. En fantasy, je dirais Tolkien, tout le corpus tolkienien, bien sûr Le Seigneur des Anneaux, mais également toutes les œuvres périphériques, qui m'ont en fait donné la compréhension du pouvoir créateur de la littérature. On pouvait vraiment créer des mondes entiers. Et en science-fiction, je dirais que il y en a tellement, Bradbury, c'est un styliste hors pair qui m'a complètement ravi. Je me suis rendu compte que la science-fiction, ce genre parfois un peu décrié, pouvait être de la poésie pure. Lorsque j'ai lu Chroniques martiennes ou Fahrenheit 451 à l'adolescence. Mais si je devais citer une œuvre qui m'a
vraiment été un coup de poing au même titre que Tolkien, ça serait Hyperion de Dan Simmons, qui m'a vraiment, là encore, emporté dans un futur, dans un vertige des futurs possibles, qui m'a donné le goût de la science-fiction. Alors on va faire un petit jeu science-fictif. Imaginez que vous pouvez remonter le temps avec une voiture, peut-être une DeLorean par exemple, et que vous allez rencontrer le jeune Victor Dixon. Qu'est-ce que vous lui diriez à ce jeune Victor Dixon ? Je lui dirais, eh bien, tu as de l'avenir. Non, je lui dirais de ne pas trop s'en faire, parce que, oui, je n'ai pas précisé tout à l'heure que j'étais très insomniaque étant adolescent. Je le suis encore d'ailleurs, mais à l'adolescence, c'était vraiment un problème contre lequel je luttais. J'ai fait pas mal de nuits dans des hôpitaux, des cliniques du sommeil, vous savez, où vous passez la nuit, on vous met des électrodes sur la tête, des sangs thoraciques et abdominales pour mesurer le rythme cardiaque, la respiration. On essayait de comprendre pourquoi je ne réussissais pas à dormir. Il y a eu plein d'hypothèses de fait neurologiques, j'ai fait plein de traitements, certains expérimentaux. Rien n'a vraiment fonctionné, rien n'a vraiment réglé ce problème. Et c'était une fixation, c'était vraiment une obsession pour moi à l'adolescence de ne pas réussir à dormir comme les autres, d'avoir l'impression d'être tout le temps fatigué en cours. Et au seuil de l'âge adulte, justement, je me suis dit, ce temps de la nuit que j'ai en plus, finalement, c'est peut-être pas une tare, et je vais l'utiliser pour écrire. Et c'est comme ça qu'est né mon premier roman, Le Cas de Jack Spark, qui est justement l'histoire d'un adolescent insomniaque. On dit souvent que les premiers romans sont autobiographiques. Et après, c'est devenu une routine. Depuis, voilà, la nuit est mon territoire d'écriture, je ne m'en fais plus de maladie, de dormir peu. Et c'est ça que je dirais peut-être à l'adolescent que j'ai été, c'est de ne pas s'en faire, que les choses s'arrangent, et voilà, de faire confiance à l'avenir, tout simplement. Finalement, vous étiez un peu un vampire, non ? Peut-être que oui, et peut-être que je le suis encore. Mais plutôt un vampire à la Stéphanie Meyer, parce que je peux sortir en plein jour, vous voyez. Je ne scintille pas, mais voilà. C'est ça. Quel conseil vous donneriez à des ados, justement, qui veulent peut-être devenir écrivains ? Alors, il y a autant de manières d'écrire que d'écrivains, donc c'est difficile de donner des conseils standards, mais il y en a quand même un ou deux, je dirais, qui, à mon avis, sont importants, et en particulier pour le genre du roman. Je pense que d'autres genres littéraires, comme la poésie, peuvent dépendre de l'inspiration, du côté fulgurant du moment qu'on veut saisir au vol. Pour le roman, je suis convaincu que c'est une course de fond, c'est un marathon, un roman, et la discipline et l'endurance, c'est très important. Donc il faut écrire un peu chaque jour, il faut s'astreindre à cela, même si on a l'impression de ne pas être inspiré, de vouloir faire autre chose. Un marathonien, il faut qu'il court tous les jours s'il veut réussir à faire le marathon au final. Et en fait, c'est très libérateur aussi, cette idée de se dire qu'on écrit tous les jours, même si l'inspiration n'est pas là, car le lendemain, on va pouvoir se relire, couper, éditer et avancer. Mais au moins, il y aura une matière sur laquelle travailler. Un des grands écueils que j'ai moi-même connu quand on est primo-romancier, c'est de vouloir faire très bien, parfait tout de suite, que le premier jet soit idéal. Et ça, c'est la meilleure recette pour la page blanche, le writer's block, comme on dit. Le remède, c'est tout simplement d'écrire. L'imagination est un muscle qui se travaille tous les jours. Donc c'est ça que je donnerais comme conseil aux jeunes romanciers, c'est d'avoir cette discipline d'écrire tous les jours, quitte à se relire le lendemain, parce que écrire, c'est d'abord réécrire. Si on remonte à vos archives personnelles, c'était quand que vous avez commencé à écrire ? Si je remonte dans mes souvenirs, je pense dès que j'ai su aligner des mots, j'ai commencé à raconter des historiettes, parce que je n'en étais tout simplement jamais rassasié. Je voulais toujours que mes parents me racontent, alors finalement, je les ai écrits moi-même au bout d'un moment, comme ça j'en avais toujours plus. Mais ma première tentative vraiment à un roman, c'était très tolkienien, c'était une histoire, je pense que j'avais 12 ou 13 ans, c'est une histoire de royaume nain soumis à des invasions de vouivres, si je me souviens bien, que j'avais écrit dans un petit carnet avec des cartes que je dessinais avec des stylos métalliques. Enfin bon, c'était complètement dans l'ombre portée de Tolkien, complètement une ressucée de Tolkien, mais en fait c'est aussi comme ça qu'on trouve son style, c'est en imitant ceux qu'on a aimés. Je crois que c'est Joachim du Bellay à la Renaissance qui parlait de l'innutrition, c'était comme ça, se nourrir de ceux qu'on a aimés, les imiter, et puis au bout d'un moment on trouve son style. Voilà, je pense que tous les romanciers, tous les écrivains sont d'abord des lecteurs, et la lecture est la première source qui vient nourrir l'écriture. Merci beaucoup Victor Dixon pour cet entretien. Merci beaucoup, Lloyd. Puis comme je crois que vous êtes déjà tombé dans l'eau près de Versailles, je propose qu'on aille maintenant se baigner dans les fontaines. Allons-y, en plus là il fait un peu chaud, donc ça ne sera pas de refus.